Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a rendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on aborde un film que je vais faire en plusieurs parties puisqu'il y a eu plusieurs versions. Et je vais commencer par la version la plus récente, celle de Peter Jackson, c'est King Kong en 2005. Allez, c'est parti mon kiki. Oui, comme je disais, donc, je vais aborder les trois films, celui de 1933, celui de 1976 et celui de 2005, qui ont tous trois contribué beaucoup aux effets spéciaux. Et donc, c'est important que j'en parle. Voilà. Donc, King Kong, c'est un film américano-néo-zélandais réalisé et coproduit et coécrit par Peter Jackson, sorti en 2005. Il est une reprise du film de 1933, donc c'est la version de 1933 qui reprend, du même nom. Il se déroule également durant la même année et raconte l'histoire d'un réalisateur américain, Carl Denham, joué par Jack Black, menant une expédition sur une île perdue afin de tourner un film et dont le lieu se révèle être peuplé de créatures préhistoriques. L'actrice principale, Anne Darrow, jouée par Naomi Watts, se fait enlever par des indigènes et est offerte à un gorille géant nommé Kong, qui est joué par Andy Serkis en performance capture. Andy Serkis qui joue Gollum et qui joue aussi dans La planète des singes César. Donc qui est très célèbre, qui est devenu réalisateur maintenant, et il joue toujours des personnages. Il a une tête extraordinaire et des talents extraordinaires, cet Andy Serkis, qui sait prendre la jeune femme, donc. Le scénariste du film, de Denham, Jack Driscoll, joué par Adrian Brody, va alors tenter de la sauver. Le film a été tourné en Nouvelle-Zélande de septembre 2004 à mars 2005 et son budget est passé de 150 millions de dollars à 207 millions de dollars, ce qui en faisait le film le plus cher jamais réalisé à l'époque, et ne tenant pas compte de l'inflation. Le film est sorti le 13 décembre 2005 en Nouvelle-Zélande et le lendemain aux États-Unis. Il a rapporté 218 millions de dollars aux États-Unis et 338 millions dans le reste du monde, soit un total de 556 millions de dollars, faisant de lui le cinquième plus grand cinématographique de 2005 et à l'époque le quatrième plus grand succès d'Universal Pictures. Il a également rapporté 100 millions de dollars avec les ventes en DVD, Blu-ray, sortis depuis sa sortie en vidéo. King Kong a reçu des critiques très positives et a régulièrement été cité comme l'un des meilleurs films de l'année. Sa réalisation, son sens du spectacle, son scénario, ses effets spéciaux, ses performances d'acteur et sa comparaison avec le film original de 1933 ont été salués, bien que certaines critiques lui ont reproché sa durée dépassant les 3 heures tout de même. Il a une durée de 188 minutes et 200 minutes pour la version longue. Donc c'est un gros morceau, un gros bouquin. Il a remporté 3 Oscars et un jeu vidéo adapté du film est sorti au même moment. Il a été également un succès critique et commercial. Ça dépend quelle version. La version PSP. Moi, j'avais la version sur la console portable PlayStation, la PSP. Le jeu n'était pas fameux. Le film de 1933, c'est Marianne C. Cooper et Ernest B. Schoedsack. On verra plus tard quand je ferai l'épisode sur le film de 1933. On va faire à l'envers, c'est-à-dire du plus jeune au plus vieux.
Et donc voilà, le synopsis détaillé. Dans les années 1930, à New York, lors de la Grande Dépression, Anne Darrow, une jeune comédienne de vaudeville, se retrouve au chômage après la fermeture de son théâtre. Parallèlement, un réalisateur ambitieux et aux méthodes parfois peu légales, Carl Denham envisage de tourner un film d'aventure sur une île légendaire située dans l'océan Indien. Après être entré en possession d'une carte mentionnant son existence, mais les producteurs insatisfaits des premières prises de vue et du coup engendrées décident d'annuler la production. Carl décide alors de fuir en volant les bobines de film et charge son jeune assistant Preston de préparer le départ le soir même. Mais Preston lui annonce que l'actrice qui devait tenir le rôle a quitté l'équipe au dernier moment. Carl se dépêche alors de trouver une actrice correspondant à ses attentes avant ce soir. Ayant remarqué Anne qui cherchait du travail, Carl intervient à temps alors qu'un épicier la prend la main dans le sac en train de voler une pomme. Après lui avoir évité des ennuis, Carl offre un repas à la jeune femme et lui explique qu'il recherche une actrice pour tourner une idylle romantique et aventurière sur un bateau en mentant sur un point, que le film se tournera à Singapour. Au début, Anne refuse, mais lorsque Carl annonce que le scénario sera écrit par Jack Driscoll, un auteur de pièces de théâtre connu qu'Anne admire par-dessus tout, elle accepte le rôle. Le soir, sur le quai où est accosté le navire Venture, Carl presse son commandant, le capitaine Engelhorn, d'appareiller, car il sait que des hommes en uniforme vont bientôt l'arrêter. Anne, inquiète, embarque finalement avec le reste de l'équipe, y compris le narcissiste Bruce Baxter, le comédien du film. Carl retrouve Jack Driscoll sur le navire pour qu'il lui remette le script, mais il n'en est fait qu'une ébauche. Il insiste pour que Jack l'accompagne pour ce tournage. Ce dernier est cependant pressé de partir, mais Carl lui annonce qu'il va le payer, chose qu'il ne fait jamais, et fait exprès de s'embrouiller dans les chiffres en rédigeant le chèque alors que le navire est sur le point de larguer les amarres. Jack tente tout de même de quitter le bateau, mais trop tard. Le Venture a déjà quitté le port au moment même où les producteurs et la police arrivent sur le quai. Faute de place, Jack est alors obligé de dormir dans une des cages d'animaux dans la cale et découvre des bouteilles de chloroforme et comprend que le bateau capture des animaux exotiques pour les revendre. Un jeune matelot, Jimmy, lui porte son repas et en profite pour lui voler son stylo. Intervient alors Hayes, le second du navire, qui raconte qu'il a trouvé ce garçon 4 ans auparavant dans une des cages, avec le poignet cassé et à l'état sauvage. Hayes est devenu alors un peu son mentor. Le lendemain, Carl présente Anne à l'équipe du film. Mike, le preneur de son, Herb, le caméraman, et Jack Driscoll. Jack et Anne apprennent à se connaître et une idylle commence à naître en eux. Alors que Jack continue d'écrire le scénario avec Carl dans la cale, celui-ci annonce sa véritable destination. L'île du Crâne, un endroit primitif jamais exploré où il compte tourner des scènes pour les montrer au monde entier. Le jeune Jimmy a cependant surpris la conversation. Sur le bateau, le tournage commence alors que les acteurs Bruce Baxter et Anne Darrow à proximité des côtes indonésiennes. Le bateau infléchit sa route au sud-ouest, mais le capitaine Engelhorn est inquiet car Carl le mène à un endroit en dehors de toute zone maritime connue. Mais Carl est prêt à tout et surtout y mettre le prix. Un soir, en pleine discussion, Carl et Preston sont interrompus par Hayes, Jimmy et le cuistot Lumpy qui ont compris que Singapour n'est pas le vrai but de leur voyage. Carl leur dit alors la vérité. Hayes et Lumpy racontent alors qu'il y a 7 ans, ils ont repêché un naufragé au milieu de l'océan. Cet homme et son bateau s'étaient échoués sur une île cachée dans le brouillard à l'ouest de Sumatra, avec une gigantesque muraille derrière laquelle vivait une créature gigantesque, mi-homme, mi-animal. Le lendemain, l'homme s'était suicidé.
Cette histoire n'impressionne cependant pas Karl, qui compte bien poursuivre son objectif malgré tous ses avertissements. Une nuit, le capitaine Engelhorn reçoit un télégramme, l'ordre d'accoster, car Karl est sur le coup d'un mandat d'arrêt. Il supplie le commandant de lui donner plus de temps, mais Engelhorn veut que Karl quitte son navire au plus vite. Cependant, le bâtiment commence à traverser un épais nuage de brouillard et le compas devient fou. Arrivé au vu des falaises, le commandant tente de lui faire demi-tour pour éviter la collision, mais le bateau est bientôt cerné par des dizaines de rochers avant de finalement s'échouer au petit matin sur l'un d'eux en forme de crâne. Involontairement, ils ont trouvé la fameuse île. Tandis que l'équipage tente de déséchouer le navire, Karl, Jack, Anne, Bruce, Herb, Mike, Preston et 3 membres de l'équipage accostent sans autorisation sur l'île et découvrent l'immense muraille et un village de pierre qui semble abandonné. Ils trouvent une petite fille indigène, des femmes et des vieillards apeurés quand soudain, Mike est tué d'un coup de lance avant qu'un hurlement animal se fasse entendre de l'autre côté du mur. Le petit groupe est ensuite attaqué par les hommes du village. Jack est assommé, Baxter, Preston et Anne neutralisés, et le crâne d'un des marins est fracassé par le coup de masse d'un bourreau. Les indigènes sont intrigués par la beauté d'Anne, en particulier une vieille chamane qui la désigne et répète une phrase terminant par le mot « Kong ». Karl est en passe de subir le même sort que le marin lorsque Engelhorn, en colère, et ses hommes débarquent armés pour les sauver. Tous retournent sur le Venture et essayent de repartir le soir au plus vite en dégageant le navire du rocher. Mais un indigène s'infiltre sur le bateau et kidnappe Anne. Jack trouve un collier laissé accidentellement par l'indigène et découvre la cabine d'Anne, mise sans dessus-dessous, ainsi que le corps poignardé et sans vie d'un homme d'équipage. Le bateau réussit à se dégager pour prendre large sous les hurrahs de l'équipe, tandis qu'Anne est ramenée sur l'île par les sauvages. Jack donne l'alerte et des embarcations sont mises à l'eau pour secourir la jeune femme. Anne est traînée, puis soumise à des incantations de la vieille chamane devant une foule déchaînée. Elle est ensuite attachée à des poteaux sur un pont levant et placée de l'autre côté de la muraille. Les indigènes illuminent le mur dans un vacarme festif. Ils crient le mot « Kong ». Alors que l'équipage débarque au village, des indigènes en tirent des coups de feu. Un immense gorille arrive et kidnappe Anne. Karl a pu voir la bête à travers la grande porte avant qu'elle ne s'engouffre dans la jungle. Une expédition d'une quinzaine de marins commandée par Hayes, dont Lumpy, Choi, l'ami fidèle de Lumpy, Jack, Karl, Bruce, Preston et Herb partent secourir Anne alors que le jour commence à se lever. Le capitaine Engelhorn leur donne 24 heures pour la retrouver car après, ils lèveront l'ancre et partiront. Hayes découvre que Jimmy fait partie du voyage clandestinement alors qu'il avait interdit de venir, mais Jimmy accepte et veut secourir Anne. Le gorille leur emmène Anne sur un promontoire dominant la mer et s'arrête pour manger. Celle-ci feint d'être évanouie pour pouvoir s'éclipser doucement, mais le gorille la rattrape. Il ne l'attaque pas, mais la menace en hurlant. Elle exécute quelques numéros de music-hall et le gorille semble apprécier. Il s'amuse à la faire tomber et à la relever plusieurs fois, mais Anne en a assez et tient tête au gorille qui, furieux, se déchaîne autour d'elle, puis s'en va, laissant la jeune femme seule qui en profite pour s'enfuir. L'expédition de Jack traverse la jungle, tandis que Karl filme tout ce qu'il peut. Mais l'équipe doit fuir devant un troupeau de brontosaures poursuivi par un groupe de dinosaures carnivores, les Venothosaurus. Dans une gorge étroite, un marin est piétiné, un autre écrasé contre une paroi, et un autre tombe d'une falaise poussé par un des brontosaures, tandis que Herb finit dévoré par les Venothosaurus, incapable de gravir la falaise, qui permet à Karl et au reste des survivants de fuir. Il ordonne bravement à Karl de se sauver,
Lorsque celui-ci tente de le hisser par le trépied de la caméra, un dernier est écrasé dans la débâcle provoquée par les tirs de Bruce dans les pattes d'un brontosaure. Et alors qu'ils font une pause, Bruce Baxter décide qu'il faut abandonner Anne et rentrer car Engelhorn va bientôt lever l'ancre. Il retourne donc avec quelques hommes au bateau. Après avoir construit des radeaux pour traverser un marécage et perdu 3 autres membres d'équipage lors d'une rencontre avec un énorme animal aquatique, un pinanodon, scène de la version longue, les survivants se servent peu à peu d'un gigantesque arbre mort, comme d'un pont qui les conduit devant la tanière de Kong, eyes en tête. Il ordonne soudain le repli immédiat après avoir vidé son chargeur de Thompson à l'aveuglette, juste avant que le Kong, atteint par un projectile, n'apparaisse et l'attrape. Ace tente de lui tirer dessus, mais le gorille le jette violemment contre la paroi, et Ace tombe dans le ravin sous les hurlements déchirants de Jimmy. L'ensemble de la troupe tente alors de mettre la bête hors de combat, mais le gorille fait basculer l'arbre mort, faisant tomber 4 autres matelots, dont Choi, et l'arbre lui-même finit par tomber au fond du ramin avec les survivants. Mais grâce aux racines qui s'accrochent aux parois, leur chute a été ralentie. Preston qui a réussi à s'accrocher à une liane avant que l'arbre ne tombe, ce qui lui sauva la vie. Anne tente également de franchir la jungle, mais se retrouve à la merci d'un Vastosaurus rex qui la prend en chasse. Les Vastosaurus rex, tout comme les Ventosaurus, sont une espèce fictive. Ils seraient les descendants d'une population de Tyrannosaurus rex ayant évolué par isolement géographique dans l'île du Crâne. Alors qu'elle réussit à le semer, un autre l'attaque. Kong intervient et affronte le dinosaure, puis 2 autres. Kong doit affronter les 3 carnivores à la fois tout en tenant Anne. Il réussit à se débarrasser de l'un d'eux en écrasant sa tête avec un rocher. Mais ils finissent par tomber dans un ravin et tous se retrouvent coincés dans les lianes. Kong écrase la tête du 2e dinosaure contre la paroi, tandis que le dernier prédateur tombe avec Anne dans une mare et la pourchasse. Heureusement, Kong arrive, affronte le 3e et le tue en lui brisant la mâchoire. Kong gagne le respect d'Anne, qui lui en est reconnaissant et l'emmène sur son dos. Pendant ce temps, les survivants reprennent conscience dans le ravin, mais une armée d'insectes géants les attaque. Jack et Jimmy se défendent. Carl, voyant sa caméra détruite, affronte lui aussi les insectes avec rage. Lumpy tente de défendre le corps sans vie de Choi contre les Carnitis, sorte de sangsues géants, mais est surposé par leur nombre et finit dévoré. Après que le dernier matelot est encore en vie, soit entraîné dans une crevasse par la pince géante d'un déplector, il ne reste bientôt plus que Jack, Carl et Jimmy, encerclés et sans espoir de survie. Soudain, Engelhorn, accompagné de 4 hommes, mitraille les insectes du haut du ravin, Bruce en tête. Jack, convaincu qu'Anne est vivante, veut continuer les recherches, mais il ira seul car tous les autres retournent au navire. Son film étant à l'eau, Carl propose alors à Engelhorn de capturer le gorille grâce à ses bouteilles de chloroforme. Le soir, Kong emmène Anne dans son repère en haut d'une montagne, regorgeant de squelettes d'autres gorilles géants. Elle comprend que Kong est le dernier survivant de sa famille. Il contemple le paysage. Anne trouve l'endroit merveilleux en faisant un geste de la main. La nuit tombée, Jack arrive jusqu'au repère et retrouve Anne endormie avec le gorille. Anne se réveille et tente de fuir avec Jack, mais Kong se réveille aussi et découvre l'intrus. Alors que Kong cherche à l'écraser Jack, une horde de chauves-souris préhistoriques attaque le gorille qui doit lâcher Anne pour les combattre. Jack en profite pour l'emmener sur son dos en descendant de la falaise grâce à une liane. Mais Kong, après avoir fait fuir ses assaillants ailés, hurlant de rage, se lance à leur poursuite. Jack et Anne arrivent au petit matin devant le mur et Anne découvre ce qui se trame derrière. L'ensemble de l'équipage restant s'apprête à capturer Kong
à l'aide de grappins et de cordages, et elle et Jack ont servi involontairement d'appât. Alors que le gorille brise la porte et pénètre dans le village, les marins arrivent à le maîtriser tandis que Engelhorn lance des bouteilles de chloroforme afin de l'endormir sous les cris déchirants d'Anne qui leur supplie d'arrêter. Jack, qui ne se préoccupe que du sort de Anne, tente d'éloigner de Kong, mais ce dernier se libère et s'en prend violemment aux marins dans une rage incontrôlable. Engelhorn, voyant que la situation devient incontrôlable, ordonne la retraite et les rescapés se dirigent vers les barques, tandis que Kong se lance à leur poursuite. La vingtaine d'hommes qui atteint le point de retraite prend alors la place à bord des deux embarcations. Deux hommes tentant d'arrêter le primate sont écrasés d'un coup de coude contre la paroi de la cave où sont amarrées les embarcations, et un dernier est décapité dans un violent accès de rage de celui-ci, puis saute à la mer pour rattraper les humains, tentant tant bien que mal de manœuvrer leur vaisseau de bois. Jimmy, qui se situe dans la barque la plus proche et comportant Jack, Carl et 4 autres marins, tire alors sur Kong, essayant de venger la mort de Hayes, mais cela provoque la fureur du gorille géant, qui agrippe ensuite l'embarcation et la lance contre une paroi du mur. Jack s'en sort et sauve Jimmy, inconscient de la noyade, tandis que Carl parvient à sortir de l'eau, une énorme bouteille de chloroforme à la main. En dernier recours, Engelhorn tire alors au harpon dans le genou du gorille, ce qui lui cause une douleur assez vive pour le stopper net, tandis que Anne, qui sait que Kong n'est pas le monstre sanguinaire qui laisse paraître aux yeux de tous, est maîtrisée par Bruce, les supplie d'arrêter et de pouvoir aller calmer la bête par elle-même. Tandis qu'Engelhorn recharge son fusil à harpon afin de tirer une 10e fois sur Kong, meurtri et calmé, Carl parvient du haut de son promontoire à lancer la bouteille de gaz sur la tête du gorille, qui bientôt chancelle et ne peut lutter contre la somnolence. C'est dans un dernier acte de désespoir, meurtri et au bord du sommeil, que le gorille, la triste mine, tend son bras vers Anne pour l'inviter à venir avec lui sous les yeux de Carl, Jack et les occupants de la dernière embarcation que sont Engelhorn, Anne, Bruce, Preston et 4 membres d'équipage, avant de s'endormir pour de bon. La scène s'achève par un monologue de Carl, qui, insouciant des dégâts humains et matériels causés par sa cupidité, annonce que le monde entier paiera pour voir Kong, qu'il surnomme déjà la 8e merveille du monde. De retour à Broadway, plusieurs mois plus tard, Carl présente lors d'un spectacle grandiose Kong enchaîné et calme au gratin new-yorkais. La mise en scène montre des acteurs déguisés en indigènes avec une actrice jouant le rôle d'Anne, et Bruce Baxter se décrit comme le sauveur de la belle. Anne, qui a compris que Carl ne s'intéressait qu'à son propre profil, a refusé de jouer son propre rôle et travaille désormais dans un autre théâtre. Kong, voyant que cette comédienne n'est pas Anne, commence à grogner et tente de se libérer devant un public de plus en plus séduit. Jack arrive dans la salle au moment où Kong réussit à se libérer devant un public maintenant effrayé qui fuit la salle. Kong se retrouve dans la rue en liberté, semant le chaos et tente de chercher Anne. Plusieurs rues plus loin, cette dernière entend des sirènes et apercevant des véhicules militaires, tente également de retrouver le gorille. Jack essaye d'attirer de l'attention sur lui avec une voiture pour éloigner l'animal de la foule. Une tactique payante puisque Kong, furieux, se lance à la poursuite à travers des rues de New York. Après l'avoir rattrapé, Anne apparaît devant lui et parvient à calmer l'animal. Tous deux heureux de se retrouver, il l'emmène à Central Park, sur un lac gelé où Kong s'amuse à patiner, jusqu'à ce que les militaires arrivent et ouvrent le feu sur le gorille qui fuit. Anne en main. Il grimpe sur le haut des immeubles pour se mettre à l'abri, puis finit par escalader le point le plus haut de New York, l'Empire State Building. Arrivé en haut, il contemple le paysage et Kong reproduit le geste identique d'Anne sur l'île, montrant l'humanité de l'animal,
Mais une escadrille de 6 avions de combat arrive et vole autour du building. Kong comprend alors la menace et grimpe tout en haut de la tour pour se défendre, laissant Han derrière pour qu'elle soit épargnée. L'escadrille ouvre le feu sur Kong qui tente de les attraper, mais les avions sont trop rapides pour lui. Il réussit finalement à prendre l'ascenseur, à détruire l'aile d'un avion qui s'approchait trop près et qui tombe dans le vide. Han tente de rejoindre Kong au sommet avec une échelle, tandis que Jack prend l'ascenseur dans l'Empire State Building pour arriver jusqu'à elle. Le combat continue toujours entre les avions et Kong, mais Han se retrouve en danger quand les balles touchent l'échelle qui se décroche. Kong réussit à l'attraper à temps et à la mettre à l'abri quand on lui tire dessus à nouveau. Il réussit à attraper l'aile d'un avion et l'envoie se briser contre un autre avion. Les deux appareils tombent à leur tour dans le vide. Mais Kong est sérieusement blessé. Han arrive en haut et supplie les avions d'arrêter, mais c'est trop tard. Kong est mourant. Il regarde Han une dernière fois avant de mourir, sous une dernière rafale, et tomber du haut de la tour sur les pleurs d'Han. Jack arrive alors et se tombe dans les bras l'un de l'autre. Au sol, les militaires et les policiers forment un cercle autour du cadavre du gorille pour éloigner les photographes et les curieux. Carl arrive aussi et quand un photographe dit que les avions l'ont eu, celui-ci répond que les avions n'y sont pour rien, c'est la belle qui a tué la bête. Carl disparaît alors dans la foule. Voilà pour ce long résumé, hein. Désolé. Donc à la réalisation, comme je vous disais, on a Peter Jackson. À la supervision des effets visuels, on a Joe Letteri, le fameux, un grand. Et pour le maquillage d'effets spéciaux, design des créatures et maquettes, donc tout ce qui est SFX, ça c'est Richard Taylor de Weta Workshop, très célèbre aussi, le patron de Weta Workshop. Donc société d'effets spéciaux Weta Workshop et Weta Digital. Il a été filmé en couleur Technicolor, 2/35e, son SDDS Dolby Digital EX et DTS 35 mm Kodak. Il est sorti le 5 décembre en première, décembre 2005 à New York et le 14 décembre 2005 sur le reste du territoire. Et en France, le 10 décembre 2005 en première à Paris et le 14 décembre 2005 sur le reste du territoire. Le film est une reprise explicite et fidèle du King Kong sorti en 1933 de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack. Sur la base de la même trame scénaristique, sa durée est presque double, 3 heures contre 1h40. Peter Jackson, auréolé du succès de la trilogie du Seigneur des Anneaux, a signé cette fois un très important contrat pour un budget de plus de 200 millions de dollars américains, avec un salaire de 20 millions pour lui et ses co-scénaristes, France Walsh et Philippa Boyens, auxquels s'ajoute 20% d'intéressement sur les bénéfices, faisant de lui l'un des metteurs en scène les mieux payés d'Hollywood. Le film est doté des plus gros budgets de tous les temps, 207 millions de dollars, en valeur absolue à sa sortie. Plus de 32 millions de dépassements de budget et 28 millions de dollars pour les effets spéciaux supplémentaires de la version longue. Rien que pour les effets spéciaux de la version longue, ça coûte 28 millions de dollars. Les records précédents étaient détenus par Titanic en 1997 avec 200 millions et Spider-Man 2 sorti en 2004 également à 200 millions de dollars. Après correction de l'inflation, il n'atteint pas néanmoins le record de Cléopâtre en 1963 avec environ 280 millions de dollars de 2005, ni même les 250 millions de Spider-Man 3 ou les 260 millions de Superman Returns. Le tournage a débuté juste un mois après le décès de l'actrice Fay Wray, qui avait joué dans le premier King Kong et qui, après avoir rencontré Peter Jackson, avait accepté de faire une apparition dans le nouveau King Kong pour prononcer la réplique finale.
Dans le film, Carl Denham demande à son assistant de lui trouver l'actrice principale du film. Pensant à engager Fay Wray, il apprend que cette dernière est déjà engagée sur un film. Denham prononce alors le nom de Cooper. Il s'agit du réalisateur du premier King Kong de 1933, si bien que pendant que Denham tourne son film et vit ses aventures, Cooper tourne son King Kong. Peter Jackson lança des journaux de production, Production Diaries, en postant sur la toile des vidéos dévoilant dans la bonne humeur les coulisses du film King Kong depuis son premier jour de tournage jusqu'à sa sortie en salle. Les vidéos furent regroupées dans un DVD spécial, puis également dans les coffrets. Le compositeur Howard Shore avait écrit et enregistré une bonne partie de la bande originale du film, mais peu avant sa sortie, à la suite de divergences artistiques avec le cinéaste, d'un commun accord, ils décidèrent qu'il était préférable que James Newton Howard prenne le relais. Ce dernier eut moins de 2 mois pour écrire et enregistrer une partition totalement nouvelle. Néanmoins, Howard Shore est tout de même présent dans le film, à la fin, où il joue le rôle du chef d'orchestre, reprenant le thème de King Kong de 1933 par Max Steiner. Lors de sa seule première journée, plus de 100 millions d'internautes ont téléchargé la première bande originale. Au début du film est insérée également intégralement la chanson d'Al Johnson, I'm Sitting on the Top of the World. C'est la compagnie de Peter Jackson, Weta Workshop et Weta Digital qui fait l'origine des effets spéciaux du film. Peter Jackson voulait profiter d'avoir sous la main l'équipe qui avait fourni un travail considérable sur la trilogie des Seigneurs des Anneaux pour enchaîner directement sur King Kong avec les mêmes personnes, artistes, concepteurs, animateurs. King Kong fut numérisé à partir d'une interprétation d'Andy Serkis, qui fut alors muni de prothèses pour simuler la démarche d'un vrai primate. L'acteur s'est considérablement investi pour le rôle, allant même jusqu'au Rwanda, à l'insu de l'équipe du film, pour être en contact avec de vrais gorilles des montagnes. En 2010, Andy Serkis jouera le rôle du chimpanzé numérique César, comme je vous l'ai dit, dans La planète des singes, les origines. Le même procédé technique avait déjà été utilisé pour donner la vie à Gollum dans Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, que l'acteur interprète également. L'île du Crâne, Skull Island. Les artistes de Weta donnèrent vie à l'île de Crâne en consommant toute une faune et une flore imaginaire composée de dinosaures, d'insectes voraces, d'indigènes et de plantes vénéneuses. Ne pouvant évidemment pas développer plus en détail l'île dans son film, Peter Jackson décida de garder les centaines d'illustrations et d'annotations pour en faire un livre qui devient Le Monde de Kong, l'île du Crâne, une histoire naturelle. Dans ce faux récit d'expédition des années 30, le lecteur peut découvrir l'histoire des animaux de l'île, ainsi que celle de ses habitants anciens humains. 4 années plus tard, Weta sera amené à produire le même genre de travail pour approfondir l'histoire du film Avatar et de la planète Pandora. Skull Island, une histoire naturelle présente dans les bonus du DVD du film, est un faux documentaire construit sur le même modèle que le livre The World of King Kong. Il y a eu plus de 1300 techniciens et 1700 figurants qui ont participé à ce film pendant 131 jours de tournage. Le film a été tourné sur les pourtours de la baie de Wellington, sur lesquels ont été dressés des plateaux gigantesques permettant d'accueillir les décors démesurés de l'île du Crâne et de la reconstitution du New York en 1933, effectuée d'après des documents d'archives. Il a été créé un système de décors de rue amovibles. Cependant, les façades ne s'élevaient que sur un étage, les étages supérieurs étant créés par effets spéciaux. Référence dans le film. Alors, vous savez que Peter Jackson, c'est un réalisateur qui a commencé par l'horreur même trash, voire un des films les plus trash que j'ai jamais vu, Brain Dead. Le film Brain Dead se déroulait en partie sur la même île du Crâne, Skull Island, dont est ramené un spécimen du fameux singe rat de Sumatra.
dont on aperçoit la cage dans la cale du bateau aux alentours de 24 minutes. Donc c'est référence au film de Branded, réalisé par Peter Jackson dans les années 80. L'île du crâne de Branded elle-même est une référence au King Kong de 1933. Peter s'amuse ainsi à mettre en scène son personnage issu de Branded dans le récit auquel il faisait déjà référence dans Branded, celui de King Kong. L'acteur Kyle Chandler, qui interprète ici Bruce Baxter, apparaîtra à nouveau dans un film mettant en scène King Kong avec Godzilla vs Kong en 2020. Frey Roy, l'actrice principale du film original, devait faire un caméo et citer la réplique finale qui conclut le film. Et comme je vous l'ai dit, elle est décédée en 2004, juste avant la fin du tournage. Son nom est cependant mentionné par le personnage de Carl Denham à titre d'hommage. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film que je vous conseille de voir et de revoir. Je sais qu'il est long, ça vous fera plus de popcorn à manger. Je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Merci de m'avoir écouté. Laissez des commentaires et des likes si ça vous plaît. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a rendu un beau matin. On a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Hop.